Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, bienvenue dans ce webinaire FNOGEC, dont j'assurerai l'introduction puis une partie de l'animation. On va animer cet atelier avec les permanents salariés de la FNOGEC. L'idée ce matin, en cette fin de matinée, c'est de vous faire un premier atelier sur un parcours. Il nous a semblé important sur l'année scolaire qui arrive, de vous faire un parcours sur différentes thématiques qui touchent à la compta analytique. Alors pourquoi ce parcours? En fait, parce que la compta analytique, elle est revenue sur le devant de la scène par les contrôles des DFIP, par le rappel des principes de la loi Debré. On est enseignement catholique un peu sous le feu des projecteurs sur les aspects finances, et pour répondre à ces interrogations, pour assurer un maximum de transparence, qu'elle soit réglementaire ou conventionnelle, hein, je dirais. Il est important d'avoir des chiffres, et les chiffres, ce sont les systèmes ou les suivis de compta analytique qui vont nous les donner. L'avantage de la compta analytique, dont on va parler aujourd'hui, de l'intérêt général, on ne va pas rentrer dans le détail d'un fonctionnement analytique, dans un détail de choix d'arbre analytique. On va ce midi vous présenter les avantages, les atouts, le caractère, j'allais dire, assez indispensable d'une analytique, et on déclinera dans une petite dizaine d'ateliers à raison d'un par mois dans les prochains, sur l'année scolaire en cours, des zooms sur la mise en place effective, les situations à traiter, les particularités, pour vous faire un apport technique. Mais cette compte analytique nous permet, de balayer quasiment tous les aspects, tous les postes financiers qu'un OGEC peut avoir en son sein, qu'il soit d'enseignement général ou d'enseignement agricole. Ça, c'est un point important. On a un sujet qui est sous les feux des projecteurs. On a une IA qui est en train de se développer, qui pourra nous aider ou répondre peut-être dans les années qui viennent à une mise à niveau de vos comptes analytiques ou de leur conception. Enfin bref, il nous a semblé que c'était la bonne année. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi la compta analytique, quelles sont les limites, quels sont les apports, comment on situe la compta analytique par rapport à la compta générale, pour cette introduction, je dirais, à ce parcours. Voilà ce que je voulais vous présenter, quel que soit le public visé. Effectivement, pour les gros établissements ou les UDO, les URO qui ont des moyens, des permanents, le sujet de la compta analytique est déjà en place, a déjà été battu, rabattu. Mais n'oublions pas qu'on est quand même un réseau euh, extrêmement hétérogène en termes de taille de groupe scolaire, de profil de gestionnaire, plus ou moins selon les territoires et les établissements. Donc, ce rappel de la compta analytique nous paraissait indispensable, même si tout le monde, enfin certains d'entre vous, j'imagine, sont déjà bien au fait. Voilà l'objectif aussi de ce parcours pour tous. Merci Jean-Christophe. Alors, c'est parti donc pour le premier webinaire. Comme vous l'aviez compris, c'est vraiment une introduction à la comptabilité analytique. Et donc, pour cet atelier, on sera trois à animer. Jean-Christophe Carrel, qui vient de prendre la parole, qui est notre président de la commission d'expertise de gestion de la Fédération nationale et administrateur de notre fédération. Cédric Rollet, qui est le conseiller financier et analyste au sein de la mission d'expertise de gestion. Cédric est arrivé dans l'équipe au début de l'année scolaire, et on lui souhaite la bienvenue. Et puis moi-même en tant que directrice de cette mission. Je redonne la parole à Jean-Christophe Carrel pour nous faire une bonne introduction sur ce qu'est la comptabilité générale et dans quel cadre nous l'utilisons dans nos objectifs. Ce préambule, on va parler de compta analytique, mais pour pouvoir en parler peut-être de façon assez pertinente, il faut qu'on la compare à la compta générale. La compta générale, on la connaît tous, elle est obligatoire, c'est celle qu'on produit sous forme de compte et de bilan, présenté en conseil d'administration, présenté en assemblée, certifié par un CAC quand il est en place, quand il est obligatoire, diffusé aux banques. La compta générale, c'est une obligation. Il y a un droit comptable, il y a des normes. On connaît bien la musique. Il y a des normes qui bougent. Il y a un nouveau plan de compte cette année, là, enfin, pour les exercices ouverts à compter de janvier 2025. J'en profite pour le glisser. Mais en tout cas, on suit toutes ces règles-là. La compta générale,
elle est nécessaire et obligatoire, mais par contre, elle a quand même des limites, elle a des avantages, elle permet beaucoup de choses, elle permet de voir l'ensemble des flux de nos OGEC, tous cycles, toutes activités confondues. Vous avez un compte de résultat qui est le film de l'année, vous avez le total des produits, le total des charges de l'année. Alors évidemment, les produits sont ventilés, qu'ils soient d'origine privée ou d'origine publique. Les charges sont enregistrées par nature. On a les charges de personnel, on a les autres achats et charges externes, on a les frais généraux, on a bref l'ensemble des flux de façon normée. Donc ça permet d'ailleurs de se comparer d'un OGEC à l'autre, ça permet de se comparer d'une année à l'autre. Mais on a des postes qui sont globaux. On n'a pas de données précises. Qui pour l'école, qui pour le collège, qui pour le lycée, qui pour la restauration scolaire, qui pour les services éventuels périscolaires ou annexes. Bref, on n'a pas de flux identifié par nature d'opération, par nature d'activité. Bref, on n'a pas de compte analytique. C'est pas le but de la compta générale. La compta générale, c'est un moyen normé d'agréger tous les flux. Donc, c'est pas son but que de donner des informations précises opérationnelles. Donc, les chiffres sont fiables, la compta est fiable, elle est vérifiée, elle est juste, le niveau de résultat est juste, le bilan actif, passif, le patrimoine que ça présente à l'actif, la façon de financer le patrimoine au passif, tout ça sont des chiffres qui sont justes, qui sont importants, mais la limite, c'est qu'elles ne rentrent pas dans le détail des cycles et des flux de financement, d'où la nécessité de passer sur le système de compta analytique. Alors, quand on dit compta analytique, en fonction de la taille, on y reviendra peut-être au fil de cet atelier et de suivants, mais en fonction de la taille de l'OGEC, de la taille de son histoire, de son équipement, des enjeux, on peut avoir des systèmes de compta analytique bien intégrés dans le logiciel comptable, hein, c'est-à-dire qu'on va raisonner par imputation dans le logiciel, mais parfois on peut avoir une compta analytique tout aussi fiable et aussi percutante par un suivi, je dirais, extra-comptable, par de l'Excel ou d'autres outils qui se développent actuellement. Le système de compta analytique ou de suivi analytique sera calibré en fonction de ce qui existe déjà et de la taille, à mon avis, de vos établissements. Mais en tout cas, cette compta générale, à cette limite qu'elle ne donne pas des éléments et des flux par opération, par cycle, et sur des postes en plus pour lesquels on a des obligations réglementaires de fixation et de transparence à assumer, s'agissant évidemment, vous l'aurez compris, des tarifs de famille, de la scolarité et de l'utilisation des forfaits publics. Je parle bien entendu des classes qui sont sous contrat. Voilà. Après, la compta analytique se base sur la compta générale, hein. Le montant des euros, le montant des flux, à quelques exceptions près, on est identique en compta générale et en compta analytique. Et ce, par construction. La compta analytique est établie à l'aide de la compta générale, sur la base des flux qu'on a en compta générale, que ce soit dans le logiciel ou en extra-comptable, comme on disait. Mais évidemment, on part de la même matière première, mais on va la présenter différemment et de façon plus détaillée, plus opérationnelle. Voilà, donc vous avez sous les yeux, là, on les connaît bien, ça a changé un petit peu ces dernières années, mais vous avez un compte de résultats normé, droit comptable, on n'a pas le choix, plan de compte sectoriel FNOGEC, mais voilà, effectivement, le degré de détail des informations que donne un compte de résultats en compta général, les produits à droite, les dépenses à gauche, on voit, ce sont des présentations par nature. Il y a la nature des frais de personnel et des charges sociales, il y a la nature des fournitures et des consommables, si on regarde les charges à gauche, mais on n'a pas de données plus avant s'agissant effectivement du service, de la fonction, du pôle, de l'activité. Les termes sont différents dans nos établissements, mais la finalité est identique. On n'a pas ce degré de détail d'information par cycle ou offre de service ou activité auquel se rattachent les montants, en fait. Donc, en termes de pilotage, la compta générale est un outil important, hein, notamment sur la vision du patrimoine. Mais par contre, en termes de pilotage plus fin, en termes de gestion, en termes d'analyse, en termes d'études sur des sujets qu'on va maintenant vous évoquer, en l'absence de compta analytique, on aura du mal si on se limite à une compta générale, en fait. Merci Jean-Christophe pour cette première présentation de la comptabilité générale. Pour passer à la comptabilité analytique, on a fait le choix de passer simplement par un exemple très simple. Nous avons nos élèves qui partent en voyage. Il y a deux classes qui partent en voyage, les CM1 qui font une classe verte, il y a 26 élèves, et puis nos élèves de seconde qui font un séjour de géologie, il y a 29 élèves. Et donc, on a une présentation nécessaire au niveau comptable
Donc à gauche, on vous a présenté cette manière qui a la comptabilité générale d'enregistrer les différents éléments. Et on voit bien sûr qu'elle respecte l'obligation légale, elle donne une vision globale dont parlait Jean-Christophe, elle présente les charges et les produits pour les deux voyages, mais finalement sans distinction. Euh, Ça veut dire que dans notre comptabilité générale, nous avons les obligations légales, les enregistrements sont conformes. En revanche, nous ne connaissons pas le budget pour notre classe verte pour les élèves de CM1 et de façon séparée, le budget pour le séjour de géologie pour nos élèves de seconde. La comptabilité analytique va nous permettre de répartir ces différentes dépenses. Elle permet donc de disposer d'un budget par voyage, y compris en intégrant, comme vous pouvez le voir, les charges indirectes, le temps de travail de la secrétaire, les fournitures qui sont achetées, et d'apprécier donc la couverture par rapport à ce qui est demandé aux familles. Elle permet donc d'avoir un budget, donc de piloter chaque voyage et aussi, bien sûr, d'identifier des axes d'amélioration. Par extension, on a pris l'exemple là d'un voyage, mais ça signifie que pour l'OGEC, ça permet d'identifier des axes d'amélioration pour l'ensemble des activités de l'établissement. On voit donc, si on pousse le trait un peu plus loin, on voit donc que finalement, on a pris cette image, mais comme Monsieur Jourdain, on fait de la prose sans le savoir. Ce qui nous intéresse dans les comptes, bien sûr, on a l'organisation légale et obligatoire de la comptabilité générale, mais ce qui nous intéresse et ce que nous faisons bien souvent, finalement, c'est de l'analytique. C'est un mot un peu technique pour dire simplement ce que nous réalisons au quotidien. La comptabilité analytique est là pour venir répondre à une question que l'OGEC se formule. C'est vraiment une adaptation et une traduction de ce qui est souhaité au sein des OGEC pour être effectivement un outil de pilotage. Donc, on vous a mis en miroir à quelles questions la comptabilité générale pouvait répondre et à quelles questions la comptabilité analytique pouvait répondre. Donc, la comptabilité générale répond bien sûr à la réglementation. C'est un moyen fiable d'enregistrement des actions financières. Elle indique si l'OGEC est globalement bénéficiaire ou déficitaire. Elle représente bien sûr le patrimoine de la structure, son mode de financement, et elle permet aux OGEC de se positionner par des ratios, des valeurs comparables aux autres OGEC. En miroir, à quelles questions la comptabilité analytique permet-elle de répondre? Eh bien, nous reviendrons longuement dessus dans un prochain webinaire à la répartition, par exemple, des financements publics et privés, à la couverture des charges qui proviennent des fonds privés. Elle donne un éclairage lorsque vous souhaitez modifier vos tarifs sur les nécessités. Elle répond, on l'a vu grâce à l'exemple précédent, au calcul du coût réel pour certaines activités extrascolaires. La pause méridienne, on en a déjà parlé ensemble, on reviendra dessus, les différents services, les voyages, et puis les éventuelles évolutions que vous souhaitez apporter à l'ensemble. Bref, elle contribue à une construction d'un résultat d'ensemble par service. Pour poursuivre cette réflexion, il nous semblait crucial de revenir sur le fait que la comptabilité analytique était vraiment un outil de pilotage indispensable. Elle vous permet d'établir une analyse de votre structure parce qu'elle vous offre une possibilité de vision en 3D. Et elle vous permet donc de prendre des décisions nécessaires aux équilibres que vous souhaitez, que ce soit à court terme et à moyen terme. De façon systématique, elle offre un choix de liberté dans sa construction. Bien qu'elle ne soit pas réglementée, le réseau de la FNOGEC émet des recommandations par rapport à sa structuration, on en reparlera tout à l'heure. La comptabilité analytique n'a qu'une seule règle, bien sûr d'être pertinente, elle doit être exhaustive et puis bien sûr on conseille une simple conception et une simple utilisation. Pour résumer, c'est à la fois un outil de pilotage,
parce qu'elle permet d'identifier les activités déficitaires, excédentaires, elle permet d'arbitrer, elle permet la transparence pour le calcul des différents tarifs qui sont proposés. C'est une aide indispensable à la décision. C'est une obligation légale. On reviendra sur les obligations réglementaires qui nous sont demandées rapidement dans ce webinaire et un peu plus longuement dans le prochain. Et enfin, c'est une aide précieuse dans l'organisation, sur l'élaboration des délégations et de la réalisation du contrôle interne au sein de votre établissement. On vous a donc présenté dans un premier temps ce qu'était la comptabilité générale. Cette possibilité de passer en comptabilité analytique et les moyens, on vous propose dans le temps suivant, et je vais laisser la parole à Cédric Rollet, de rentrer un petit peu dans la technique et de voir comment on passe de la comptabilité générale à la comptabilité analytique. Oui, bonjour, merci Fanny. Donc en fait, on va présenter une comptabilité générale qui va permettre de passer ensuite par rapport aux activités à une comptabilité analytique. Pourquoi et comment un OGEC va utiliser la comptabilité? Tout d'abord pour passer d'une vision légale à une vision stratégique, comme l'a dit déjà Jean-François, Christophe et Fanny, pour mieux piloter surtout ces activités. Donc là, on a pris un exemple en fait d'un OGEC qui va avoir en fait donc une maternelle, un élémentaire, un collège et une restauration. Nous allons ensuite reventiler en fait ces différentes activités avec la comptabilité générale qui se trouve au milieu. Donc, on va commencer d'abord donc par les charges. Donc, nous allons passer à la slide suivante qui sera plus en détail. Donc, nous avons sur notre gauche toujours la comptabilité générale. Donc là, nous sommes sur les charges. Donc, nous avons les salaires et charges. Nous avons les fournitures et consommables que l'on va ensuite répartir sur la gauche, sur la droite, pardon, dans les différentes activités que nous avons énumérées tout à l'heure au niveau de l'OGEC, donc la maternelle, l'élémentaire, le collège et la restauration, que l'on va reprendre au niveau de la compta générale. Donc, on va reprendre les salaires qu'on va reventiler sur la maternelle et sur l'ensemble des activités. Ce qui va nous donner en fait un total de charges. Nous allons procéder de la même façon pour les produits. Donc, sur les produits, nous avons toujours sur notre gauche la comptabilité générale. Donc là, sur les produits, donc les contributions des familles, les subventions de fonctionnement, notre total de produits. Notre droite, en fait, nous allons retrouver la même architecture avec la maternelle, élémentaire, collège et restauration, où nous allons reventiler l'ensemble de ces produits. Donc, contribution de famille, subvention et le total de nos produits. L'ensemble de toutes ces collectes d'informations vont permettre ensuite de nous donner en fait un compte de résultats, soit analytique, comme on voit au-dessus. Donc, on retrouve la maternelle, l'élémentaire, le collège et la restauration. Nous avons la colonne des produits, la colonne des charges, ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir, par différence, avoir notre résultat par activité. Si on compare en dessous avec une comptabilité générale, nous n'aurions que une synthèse globale de l'ensemble de l'activité de l'OGEC. Nous n'aurions pas la différence entre chaque activité, ce qui nous permettrait et ce qui nous permet surtout de pouvoir agir par activité au besoin selon les déficits ou non de l'activité. Donc effectivement, en guise en fait d'éléments, de points clés à retenir, euh, d'une part la comptabilité générale qui nous donne une vision globale et légale de notre structure, mais elle ne permet pas d'identifier les flux relatifs aux produits et aux charges selon la provenance des fonds publics-privés, on l'a vu. Elle permet d'identifier si la globalité des activités est excédentaire ou si elle est déficitaire, mais elle ne donne pas d'informations précises. Et elle peut encore moins donner des leviers d'action. Elle permet bien sûr l'assise financière des OGEC, de mesurer l'assise financière des OGEC et de se comparer par rapport à d'autres. À titre d'exemple, on sait que tel ou tel service peut être déficitaire ou pas, mais on ne sait pas, on n'en connaît pas la raison. En revanche, la comptabilité analytique
elle permet d'identifier ces produits et ces charges par ordre de service. On peut identifier la provenance des fonds. On peut voir l'adaptation de nos contributions familiales au réel coût que nous avons. Elle permet aussi de cibler des problématiques opérationnelles. Euh, Si des événements sont déficitaires, elle permet de créer des arbitrages. Elle permet aussi, c'est une aide précieuse pour l'aide à la décision, puisqu'on travaille par activité. Bref, la comptabilité générale et la comptabilité analytique sont indispensables l'une et l'autre, l'une pour la conformité et l'autre un outil précieux pour le pilotage et le respect des dispositions financières. Dans un temps suivant, nous allons partager avec vous l'arbre analytique qui est préconisé par la FNOGEC et rentrer en détail dans cet arbre analytique. Je laisse donc la parole à Jean-Christophe. Voilà, effectivement, on a bien tenté enfin, on a bien souligné, j'espère, les avantages des compta général, de la compta analytique. On commence à comprendre que la compta analytique ou le suivi analytique, selon la taille, est quelque chose quand même de nécessaire pour le pilotage, et j'allais dire pour le pilotage de tous les jours, pour le pilotage de la gestion à 1 an, mais également pour le pilotage qui est aussi important, c'est le pilotage à 5-7 ans. L'idée de savoir aujourd'hui si l'école elle est plutôt à l'équilibre, si elle est en déficit, si elle est excédentaire, pareil pour le collège qui est installé dans le même groupe scolaire. Enfin, ce sont des infos moi qui me paraissent indispensables. Alors, indispensable effectivement à quoi en fait? C'est indispensable de le savoir pour des raisons réglementaires. Je suis peut-être un peu lourd là-dessus, mais la compta générale c'est du réglementaire, c'est sûr, mais la compta analytique euh, ça a aussi une vertu et ça répond à une obligation réglementaire, puisque on vous le rappellera, vous le savez, hein, mais je pense qu'il faut bien l'avoir en tête. La fixation de la contribution famille répond à des dispositions de la loi Debré et des décrets, il y en a eu moult qui sont parus derrière, mais la tarification de la scolarité n'est pas libre, elle est organisée par des principes. Ces tarifs famille doivent couvrir des charges, hein, vous les connaissez, c'est les charges de caractère propre et les charges immobilières, donc ces recettes doivent les couvrir, et les forfaits, théoriquement, le financement public de l'enseignement doit couvrir le reste de ces charges. Alors ça, c'est le principe. Dans les faits, on n'a pas toujours, loin de là, ces équilibres-là, hein. On a pour la plupart du temps, ce que remontent les contrôles de la DDFiP, des forfaits insuffisants pour couvrir les charges que la loi leur impose. Donc on est en déficit sur ce fonctionnement des forfaits, et du coup, on a du coup un manque à gagner à ce niveau-là. Donc ce que l'OGEC peut être tenté de faire ou peut être contraint de faire, hein, parce que c'est pas une décision simple et qui est volontaire, c'est du coup d'avoir des tarifs famille pratiqués qui sont supérieurs aux charges du caractère propre et des bâtiments, pas pour se faire plaisir, hein, pas pour taper sur les familles, mais pour compenser peut-être ce manque à gagner qu'on a au niveau de la compta publique. Ce point-là, on le connaît tous, hein, on le rappelle, c'est du réglementaire. Si on n'a pas de données analytiques fiables, c'est difficile, voire impossible de répondre à la question. Et c'est là que vous voyez qu'on a quand même une dimension analytique nécessaire pour vérifier du réglementaire. Et aussi, on a besoin d'analytique pour transmettre. Vous le faites tous. Alors, peut-être pas tous, hein, mais en tout cas, je vous encourage à le faire. Et il y a eu des relances de la plupart des DDFiP sur le plan national depuis 6 mois. Vous avez dû en recevoir si vous n'étiez pas à jour. Mais on a les fameux états annuels qu'on va transmettre à la puissance publique qui doivent relater les charges et les produits analytiques pour le coût de vos établissements. Et là, c'est une obligation de transparence financière. Alors, tous les OGEC ne le faisaient pas, il faut se dire les choses. Toutes les DFiP ne relançaient pas. Enfin, en tout cas, c'est une obligation. Et maintenant, les DFiP sont assez alertes sur la remontée de ces infos-là. Et donc, en l'absence d'analytique, on va remplir quand même l'état, on va sortir des chiffres, on risque de faire des calculs sur des coins de table qu'on aura du mal à justifier. D'où l'intérêt quand même de poser les choses au plan analytique, que ce soit pour la gestion, pour le pilotage, hein, pour la gestion dont nous sommes responsables, mais également pour répondre à ces obligations réglementaires. Alors,
Effectivement, l'arbre analytique en tant que tel, il n'y a pas d'obligation légale, il n'y a pas une norme de compta analytique qui nous dit votre OGEC, votre association familiale, votre association sous contrat, il faut la découper comme ça, de telle et telle façon. Il n'y a pas d'obligation légale là-dessus. Si vous voulez. Il y a pas de, il y a par contre des bonnes pratiques, il y a des recommandations. Et ce que vous avez sous les yeux, alors c'est quelque chose qui existe quand même depuis quelques années, qui avait été pensé, réfléchi, qui a été redébattu, mais vous avez là l'arbre analytique, donc le découpage, si vous voulez, de votre système de compta, euh, qui va nous permettre, si vous voulez, de suivre les deux grandes branches d'activité qu'un OGEC peut proposer, et après de rentrer dans des sous-branches, si on peut les appeler comme ça. Euh, L'OGEC, c'est une association, c'est une personne morale, on l'a répété assez longtemps, la compta générale présente l'ensemble de ses flux. Mais en fait, dans les flux d'une association OGEC, il y a deux dimensions, en fait. Il y a deux dimensions, et les deux dimensions, on les a dans 99,9% des cas de figure qu'on a pu croiser. Les deux dimensions, c'est vous avez l'activité principale, la gestion scolaire, qui elle-même englobe, c'est une gestion scolaire au sens très large, hein, c'est par opposition à la gestion patrimoniale sur la gauche, sur laquelle je reviendrai. La gestion scolaire va englober l'activité d'enseignement, bien entendu, mais englobe également, intègre, suivi de façon détaillée, hein, mais intègre effectivement les flux liés à la pause méridienne, les flux aux activités périscolaires, les flux liés aux sorties, les flux liés à d'autres activités éventuelles qui peuvent être proposées, qu'elles soient payantes ou pas d'ailleurs du coup, aux élèves. Donc ça, c'est un bloc gestion scolaire. Euh, Dans un OGEC, il y a la gestion scolaire, mais il y a aussi une gestion patrimoniale. Alors la gestion patrimoniale, le terme, il n'est pas légal non plus, mais parfois on l'appelle gestion libre, gestion non scolaire ou gestion patrimoniale. Sachez que ces termes sont synonymes. Alors, ce paquet rose à gauche englobe quoi en fait finalement? Ben, englobe tout ce qui n'est pas gestion scolaire. Et dans tout ce qui n'est pas gestion scolaire, on va avoir des cubes selon les OGEC, des cubes plus ou moins fournis selon l'histoire, la taille, la volumétrie, l'organisation de la propriété des locaux scolaires, mais on va avoir des cubes à définir par association. C'est un petit peu du cas par cas. Les cubes qu'on peut croiser, on vous a mis là les plus récurrents, les cubes qu'on peut croiser, c'est les flux qui sont liés à la gestion de la vie associative. Alors en général, ce n'est pas des flux qui sont très significatifs, mais on peut trouver dedans des flux liés aux cotisations payées par les membres, des flux liés aux dons dont l'OGEC peut être bénéficiaire, des flux liés aux dépenses de la vie associative, le coût de l'Assemblée générale, enfin tout ce que sont les coûts qui sont liés au fonctionnement, notamment statutaire de vos associations, et des recettes propres qu'elles peuvent trouver à l'extérieur. Tout ça participe à la gestion associative. Ces flux-là, on est d'accord, sont engagés dans l'intérêt des élèves, hein, on est là au service de nos élèves et de leurs parents, mais ce n'est pas rattachable à une activité d'enseignement scolaire stricto sensu. Donc on va les isoler dans un compte de gestion à vie associative. Gestion financière, là on trouvera essentiellement pour les OGEC qui ont la chance d'avoir quelques réserves de trésorerie, on pourra trouver là les produits de placement de la trésorerie issus de nos relations avec les établissements bancaires. Si vos OGEC disposent d'une trésorerie, effectivement, par les temps qui courent, il est de bon ton de la placer. Ça rapporte plus qu'à une époque. Ça fait quelques fruits, quelques revenus qu'on pourra mettre dans cette gestion scolaire c'est pareil, les produits financiers sur un compte à terme n'ont pas grand-chose à voir avec les coûts et les recettes d'un enseignement scolaire, donc raison pour laquelle ils trouvent leur place à gauche. Gestion des immeubles, c'est là effectivement, c'est un point qui est important. Alors c'est un point sur lequel on reviendra à l'occasion d'un séminaire du parcours dédié. Vous savez, dans les OGEC, si on fait simple, il y a trois gros paquets de charges. Il y a les charges de personnel, évidemment. Première brique la plus lourde. Il y a le coût des locaux. Et puis après, il y a parmi les fournisseurs les gros contrats de frais généraux, le nettoyage, la cuisine, la restauration. Mais on a ces trois gros blocs. Et sur les coûts des locaux, bah, évidemment, nous sommes réseau associatif avec des histoires différentes, ce qui sous-entend que la propriété immobilière des locaux scolaires
qu'on utilise, ben, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On a les OGEC propriétaires, les OGEC qu'occupent sous commoda, les OGEC qu'occupent moyennant un bail civil. Parfois, on a des baux commerciaux, parfois, on a des locations à des fondations, à des diocèses, à des assos immobilières. Enfin bref, on a tout un tas de cas de figure, pardon. Parfois, on a des OGEC qui sont propriétaires d'anciens bâtiments congréganistes ou alors de bâtiments issus de legs, donc sous-entendu de bâtiments que l'OGEC a eu la chance de ne pas devoir payer. Donc on a une organisation juridique différente, des montages financiers très différents, parfois des loyers de marché, parfois il n'y a pas de loyer parce qu'on est en commoda, mais quand on est en commoda, c'est l'occupant, donc l'OGEC qui aura la charge de quasiment tous les investissements. Donc ça relativise quand même l'absence de loyer, parce qu'on a absence de loyer, mais on devra prendre toutes les dépenses futures. Donc, toutes ces cas de figure différents font que ce qui est préconisé, effectivement, c'est que les flux, et on y reviendra dans un atelier dédié, les flux liés à la propriété, enfin à l'occupation des locaux, combien coûtent les locaux dans le compte de résultat de l'OGEC, avec toutes les cas de figure différentes. On peut avoir des OGEC où les locaux, il y a un coût annuel qui est fort, mais on n'a pas les investissements. D'autres, on n'a pas de coût, mais on prendra les investissements futurs. Enfin, c'est tellement hétérogène que ça mérite, sur le fond, de gérer ces flux, nous semble-t-il, dans un bloc de gestion des locaux scolaires, voire d'autres locaux si l'OGEC en a d'autres qu'elle occupe. Et c'est là où on trouvera une notion qui est fondamentale, qui est reconnue par la puissance publique. On le voit dans ce qu'on envoie au DDFiP, c'est la notion d'équivalent loyer, qui sera souvent utilisée, fortement recommandée. On y reviendra sur un séminaire dédié pour bien comprendre l'intérêt, la méthodologie, vous proposer un mode opératoire et vous convaincre de cette méthode-là, de l'équivalent loyer. Voilà, j'étais un peu long sur la gestion des immeubles, mais c'est une part importante de la gestion patrimoniale analytique des OGEC. Et la question se pose, comme tout OGEC occupe des locaux pour l'activité d'enseignement, le bloc de la gestion immobilière est forcément ouvert et alimenté dans toutes les comptes analytiques, si on suit cet arbre. Je passe rapidement les deux autres cubes, qui là sont plus ils sont importants sur le fond, il n'y a pas de souci, mais on les comprend mieux. La gestion des kermesses, des fêtes, les actions de solidarité, les opérations, bolderie ou autres, tout ça participe à la gestion patrimoniale dans son principe, parce qu'il y a peu de relations avec l'enseignement strictement perçu. Donc ça peut mériter des blocs aussi dans votre gestion patrimoniale. Et dernier bloc, qui n'est pas des moindres parfois, mais bon, quand le bloc est rempli, c'est que c'est plutôt bon signe. Les impositions spécifiques aux associations, on va trouver ce bloc quand l'OGEC a des placements de trésorerie. La plupart du temps, on a pas dans tous les cas de figure, mais il y a certains placements qui nécessitent de payer un impôt. Donc on aura un impôt sur les excédents financiers ou sur les revenus patrimoniaux s'il y en a d'autres, mais qui trouveront sa place dans la gestion patrimoniale. Donc, si vous voulez, on a là sous les yeux un arbre qui nous permet de suivre les deux gros blocs de la gestion scolaire par rapport à la gestion patrimoniale, et après de rentrer dans le détail, en fait. On vous souligne là, en fait, je l'ai rajouté en vert pour ne pas surcharger le premier, mais cette notion de flux analytique éventuel en vert que vous voyez entre le bloc gestion des locaux scolaires et autres, et les deux blocs qu'on peut trouver en OGEC. Les activités d'enseignement sous contrat, c'est quasiment, enfin, on en a systématiquement, mais on peut avoir aussi de l'activité d'enseignement hors contrat, qui sera un bloc analytique à côté, hein, mais on va se trouver, en fait, et se positionner pour bien que les choses soient factualisées, le flux éventuel, si on retient le mécanisme de l'équivalent loyer, pour articuler, en fait, en analytique cette relation et cette prise en compte du coût des locaux. On y reviendra bientôt. Peut-être sur le slide peut-être après, Fanny. Non, ça va être le suivant. Voilà, merci beaucoup. Ce qu'on vous a mis dans l'exemple que vous avez sous les yeux, on n'a pas décliné au plus fin chaque bloc de notre arbre analytique. Ça sera l'occasion du prochain séminaire où là, on va entrer dans un arbre beaucoup plus fin. Mais on voulait quand même vous montrer sur deux activités importantes dans nos OGEC, que sont l'enseignement, évidemment, on a pris la maternelle pour exemple, mais que sont l'enseignement et la restauration, j'y viendrai juste derrière.
Voilà ce que pourrait donner la déclinaison au plus fin de l'arbre analytique. Alors, le bleu, la gestion globale de l'OGEC, c'est la compta générale. Le rose, on a enlevé tous les flux liés à la gestion patrimoniale qui sont vus par ailleurs. Dans la gestion scolaire, on est sur l'enseignement et rien que sur l'enseignement, c'est-à-dire que tout ce qui est pause méridienne, internat éventuel, périscolaire ou autres activités en lien avec nos élèves sera traité dans un cube bleu ciel à côté. On est dans l'enseignement sous contrat et on est sur le cycle maternel. Donc on est dans un niveau de compta analytique qui descend à 4 ou 5 étages, si on peut parler comme ça. Et donc voilà ce que pourrait donner un système de comptabilité analytique au plus fin. Je suis dans ma maternelle et dans ma maternelle, finalement, j'ai des recettes et des dépenses, bien entendu, générant un résultat. Et donc la compta analytique doit nous permettre, si vous voulez, d'aller sur une information qui vous permette de dire les recettes famille sur la maternelle, recette famille scolarité, ça a fait tant d'euros, la lettre A, c'est ma recette. Les charges liées au caractère propre, qui sont celles que doivent couvrir la contribution famille scolarité, hein, un caractère propre. Alors, les locaux, les charges de caractère propre, sachant que dans les charges de caractère propre, vous savez, il y a la pastorale, si elle a un coût, il y a les dépenses de cotisation au réseau FNOVEC, réseau congréganiste, enfin toutes les charges qu'on engage en raison de notre appartenance à l'enseignement catholique, mais il y a aussi d'autres postes, hein. Il y a une charge de communication, tout ce qui met en avant l'établissement, il y a une quote-part des frais généraux et des salaires qu'on peut y mettre. Donc on aurait une compta analytique idéale, si vous voulez, c'est celle qui nous donnerait cette présentation-là. Les recettes famille sur la scolarité maternelle, les dépenses du caractère propre que ces tarifs pratiqués doivent couvrir, avec à la fois des charges directes et indirectes. Alors cette notion-là, direct et indirect, on y reviendra dans les ateliers futurs, mais si vous voulez, pour bien schématiser, la charge directe qu'on a sur par exemple, l'enseignement maternel, ça va être des achats d'ouvrages scolaires, des achats d'équipements de la salle. Là, c'est direct, c'est directement lié aux élèves maternels qu'on a devant nous. La charge indirecte, ce sera par exemple le salaire de votre économe, le salaire de votre comptable. On aime bien prendre les comptables en exemple là-dessus. Ce salaire-là, la personne travaille une partie de son temps sur la compta de la restauration, une partie sur la maternelle, une partie sur la gestion patrimoniale. Bref, il faut prendre le salaire de cette personne, effectivement, en mettre une quote-part sur les sections analytiques. Il y a une quote-part du salaire de votre économe qu'il aura passé sur l'année, une quote-part de son temps, donc de sa REM, qu'on mettra en charge indirecte et qui viendra impacter les comptes analytiques. On se reposera ultérieurement la question des clés de ventilation et de suivi de ces aspects-là. Mais si vous voulez, cette compta analytique que vous avez sous les yeux, elle paraît assez logique, hein, on n'a pas réinventé la roue, mais par contre, elle permet, quand elle existe, de dire, oui, mes forfaits couvrent les charges qui sont liées à ce que la puissance publique doit financer, confère loi Debré, Code de l'éducation nationale, parce que les listes sont précises, nominatives, et il y a du contentieux et de la jurisprudence et des contrôles des DEFIP foisonnants sur le sujet. Les forfaits doivent couvrir ça, est-ce que ça couvre ou pas? Les familles doivent couvrir ça, est-ce que ça couvre ou pas? Autrement dit, ça doit vous permettre de dire à la maternelle, mais c'est la même chose sur primaire, collège, lycée, c'est j'ai un résultat de ma maternelle qui fait X, enfin qui fait E plus W dans mon exemple, voilà comment il est constitué. Les familles contribuent à temps, les forfaits contribuent à temps. Et c'est cette notion-là analytique, de ma faible expérience, mais c'est souvent celle qui manque. C'est-à-dire que les comptes analytiques permettent de descendre jusqu'au niveau maternel, mais après, on a souvent que la colonne totale, recettes et dépenses de la maternelle, on n'a pas cette ventilation des recettes on a la ventilation des recettes entre forfait et famille, mais on n'a pas en lecture directe et de façon relativement pérenne la ventilation des charges, BCD, Y, X entre les deux colonnes. Dans les systèmes qu'on voit, c'est peut-être la dernière marche qui vous reste à passer pour pouvoir avoir finalement ces deux colonnes du compte de résultat de la maternelle. Voilà un exemple d'un analytique qui est quand même assez classique, hein, et qui est préconisé là-dessus. La même chose sur la restauration. Donc là, la restauration, ça a le mérite d'être plus simple, puisque là, il y a, sauf exception, et je crois que ça se compte sur le doigt des mains d'une collectivité locale qui aiderait au financement de la cantine, en direct à l'OGEC, hein, mais en général, on n'a pas de flux, malheureusement, de la puissance publique en termes de recettes sur la pause méridienne.
On a d'éventuelles subventions publiques, on a quand même laissé la case. Mais sur la restauration, notre compte analytique pourrait avoir cette tête-là. Ben, on a des recettes que sont les contributions que les familles payent à la restauration. Alors, s'il y a des repas extérieurs, s'il y a des repas salariés, évidemment, c'est des choses qui vont se rajouter dans les recettes. Là, on a fait vraiment dans les grandes mailles les recettes issues de l'activité proposée lors de la pause méridienne et les charges y afférentes. Alors, sans surprise, les denrées, l'énergie, les charges directes de personnel ou d'entreprise sous-traitante si vous avez un prestataire, les autres charges directes et nos charges indirectes qui nous donneront le résultat de l'activité restauration scolaire. L'idée, c'est d'avoir au moins une info, c'est combien me coûte cette restauration globalement ou ramenée au repas, par exemple, combien j'appelle aux familles, est-ce que je suis excédentaire, est-ce que je suis négatif, est-ce que si je suis négatif, est-ce que c'est grave, est-ce que je reste négatif, est-ce que je vise zéro? Ou est-ce que je reste négatif parce que si j'augmente encore les tarifs, je suis hors marché, les élèves n'auront plus les moyens de manger chez moi, donc je reste négatif, mais c'est pas très grave dans l'équilibre puisque j'ai un excédent sur d'autres activités qui me permettent de où j'ai des réserves. Bon, l'analytique va nous donner les chiffres, fera pas l'analyse complète, mais du coup va quand même vous aiguiller sur la photo précise de l'offre de service. Merci Jean-Christophe. Donc Cédric va nous illustrer ce que tu viens de dire en poussant le trait un peu loin sur effectivement cet exemple de restauration. En effet, en complément de la présentation de Jean-Christophe, donc nous continuons sur donc la restauration, donc là en autogestion. Donc c'est un secteur marchand. Donc il y aura donc une analyse qui va être à pousser. Donc là on a été très loin dans la présentation exprès en fait, mais elle n'est surtout pas adaptée à tous les OGEC. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que l'on ne pourra pas mettre en place partout parce que ça demande énormément de travail. On le verra à la suite sur la présentation un petit peu plus chiffrée. Ce tableau en fait est constitué de deux colonnes. Une première colonne donc sur la partie comptage généré, ce que collecte la comptabilité générale comme information. Donc on a toute la partie globale, par exemple, je vais prendre sur les salaires, donc elle prend l'ensemble des salaires, elle prend aussi l'ensemble de tout ce qui va être charge, que ce soit alimentaire, énergie, alors que la comptabilité analytique au niveau de la restauration pourra aller beaucoup plus loin dans cette ventilation. Ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir calculer étape par étape, en fait, les différents secteurs qui vont être à vérifier au niveau de l'équilibre. Donc on va le voir, donc on vous laissera le loisir de lire la slide plus en détail quand on vous l'enverra. On va passer à la slide un petit peu plus en détail, merci. Donc là en fait on a pris l'option, donc on a une restauration en autogestion et on a voulu aller beaucoup plus loin. On a décidé de faire une analytique avec encore une couche d'informations supplémentaires. On va avoir donc, on va analyser le repas par élève, le repas adulte et les événements que l'on va reventiler. Donc, on voit encore, on a nos deux colonnes, la comptabilité générale, la comptabilité analytique sur notre droite. Et donc, on va reventiler l'ensemble, par exemple, des achats alimentaires, donc au niveau des repas élèves et adultes et événements, et ainsi de suite, pour arriver à un résultat. Donc, on va reventiler la main-d'œuvre, l'énergie, bien sûr les recettes pour chaque événement. Ce qui va nous donner donc un résultat total de la comptabilité générale d'un déficit de 1 500 €. Donc là, on est parti sur un exemple d'un mois, par exemple, pour pas dire sur une année, pour dire que cette analyse peut être faite mois par mois, ou trimestre par trimestre, ou à chaque période de vacances. La temporalité est à adapter au niveau des OGEC. Et donc, en fait, ce résultat peut ensuite, du fait qu'on ait reventilé l'analytique très finement au niveau des repas des élèves, des repas adultes et des événements, d'avoir en fait l'information de dire, ben voilà, la cantine élève est bénéficiaire à hauteur de 1 000 €, la cantine adulte déficitaire de 1 250 € et les événements identiques déficitaires à 1 250. On revient donc à un résultat comptable déficitaire de 1 500 €. Mais cette analyse nous a permis en fait de dire et de mettre en avant en fait les axes d'amélioration qu'on pourrait éventuellement envisager sur la cantine adulte et événements. Donc, comme disait tout à l'heure Jean-Christophe, c'est un choix que l'OGEC a ensuite derrière, c'est est-ce que cette restauration reste déficitaire parce qu'on veut toujours être attractif au niveau de la restauration, ou
Dans ce cas-là, on a le choix de pouvoir adapter nos recettes, enfin en tout cas surtout le coût que l'on souhaite en fait refacturer, soit pour les événements, on considère que les événements, on ne les refacture pas suffisamment cher, donc on va pouvoir augmenter le tarif. Donc je le redis, hein, attention, cette ventilation-là n'est vraiment pas adaptée à tous les OGEC. C'était juste un exemple pour pouvoir montrer la pertinence de jusqu'où peut aller en fait une comptabilité analytique et donc de pouvoir chercher les centres de coûts qui seraient déficitaires. Voilà, Merci Cédric. merci. Dans l'étape suivante, nous allons réfléchir ensemble sur les aspects réglementaires et les réponses que la comptabilité analytique nous apporte pour pouvoir répondre à ces aspects réglementaires. Ce que nous avons vu, c'est que effectivement la comptabilité générale ne scinde pas par service et par activité. Elle ne permet pas de scinder non plus, au regard de la loi Debré, les dépenses à caractère propre, ce qui est financé par les forfaits, par les contributions familiales. Et puis, elle ne permet pas d'établir les états analytiques dont on parlera plus tard, qui sont à envoyer aux directions des finances publiques. Ainsi, la comptabilité analytique est d'une part un outil de pilotage indispensable pour suivre nos dépenses, arbitrer, mais aussi un outil nécessaire au regard de la transparence financière. En effet, on vous a remis les articles, donc les R 442, 18 et 19, qui reprennent les obligations. Nous reviendrons dans un autre webinaire, le suivant, sur ces obligations, sur la différenciation de ce qui provient des financements publics et privés. On voulait juste là vous donner des exemples indiquant en quoi la comptabilité analytique permettait justement de répondre à ces obligations de transparence. La première obligation de transparence, c'est justement cet envoi des états de la gestion scolaire à la DDFiP ou les DRFiP. Comme vous le savez, le Code de l'éducation nous demande d'envoyer 3 mois après la clôture de nos exercices ces deux états au DDFiP ou au DRFiP. Donc les états GS, CFRR et CFRA, vous les avez dans le webinaire, les deux, l'un et l'autre. Vous les recevrez, bien sûr, ce PowerPoint vous sera envoyé. Nous avons travaillé avec le secrétaire général et la FNOGEC, avec la DGFiP, avec Bercy, et puis avec la DAF du ministère de l'Éducation nationale, à l'écriture d'une note de cadrage pour les inspecteurs qui viennent dans vos établissements faire les contrôles budgétaires. La demande qui est faite, c'est effectivement de remplir ces états GS, CFRA, CFRR et de les envoyer et de pouvoir les présenter aussi lors de ces contrôles. Juste, nous ajoutons, le Code de l'éducation nous contraint à un envoi dans les 3 mois. Il y a tout à fait une libéralité, une compréhension sur le fait qu'on les envoie que dans les 6 mois. L'objectif étant d'avoir des chiffres en fait, qui soient vérifiés et qu'il n'y ait pas de transformation en se précipitant en envoyant avant l'AG les états GS, CFRR, CFRA. Donc, bien sûr, le texte indique 3 mois. On sait que nous avons une libéralité pour les envoyer jusqu'à 6 mois. L'autre point concernant la transparence, eh bien sûr, c'est la possibilité, grâce à la comptabilité analytique, de pouvoir travailler la fixation des différents services et tarifs qui sont demandés aux familles avec la possibilité d'étudier dans la finesse les budgets. Cela permet aussi de respecter les textes quant aux dépenses qui sont à la charge des familles. Nous vous avons remis les deux textes qui reprennent la constitution des contributions familiales, donc les fameux R 442-48 et L 442-5, qui présentent la constitution des tarifs des familles. Le premier article, 48,
reprend la constitution des contributions familiales. Et le deuxième, les tarifs qui peuvent être demandés aux familles pour les activités qui sont extérieures au contrat. Sachant que cela ne fait pas partie des contributions familiales, mais pour autant, ces tarifs ne sont pas facultatifs, ces tarifs demandés aux familles ne sont pas facultatifs, font partie intégrante du projet de l'établissement. Merci Fanny, effectivement, pour ce tour qu'on espère que le plus complet, le plus pédagogique possible. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc, le prochain séminaire sur maintenant, une fois qu'on a compris et qu'on est convaincu de l'intérêt de la comptabilité, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait de façon pragmatique, en fait? Comment je découpe, à quel degré de détail, est-ce qu'il y a des cas particuliers? Comment je découpe et je conçois mon arbre ou comment je le réinterroge, hein? Parce que effectivement, tout le monde ne part pas d'une feuille blanche, hein. Est-ce que mon arbre ancien est toujours d'actualité, toujours pertinent? Donc, on aura un prochain atelier d'une durée d'1 heure aussi sur le découpage, et puis après, d'autres ateliers à suivre. Vous allez en avoir la liste dans le transparent qui suit, où là, on fera l'appréhension dans la comptabilité analytique du coût du locaux, de la restauration, de sujets lourds et structurants, les services accessoires à l'enseignement, les frais de personnel, et on répondra parce que il y a une question qu'on n'a pas abordée aujourd'hui, du coup, parce qu'il est trop tôt et on va rentrer dans le détail, mais la sacro-sainte question de savoir, j'ai une dépense, est-ce qu'elle est du caractère propre, est-ce qu'elle est de la gestion scolaire? Je prends par exemple le salaire, la rémunération du chef d'établissement ou d'autres services ou d'autres fonctions salariées. Comment je la ventile? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas? Qu'est-ce qui est préconisé? Bref, ces questions-là, pratico-pratiques, vous seront proposées avec les réponses de la FNOGEC sur un séminaire ultérieur. Je pense que ce sera le 3e, aujourd'hui étant le premier. On viendra aussi sur, une fois qu'on a en place la compta analytique, quels sont les ratios, quels sont les indicateurs, quelles sont les choses dont je peux m'emparer, et puis quelle signification, quelle utilité pouvoir en retirer. Je pense que la compta analytique est non pas un mal nécessaire, mais c'est quelque chose, effectivement, il y a un effort l'année de la mise en place, il y a une méthodologie à appréhender, il y a un petit coup de collier à mettre, mais une fois qu'elle est mise en place, une fois qu'on a les comptes de résultats par service, par fonction, par activité, par pôle, c'est quand même une aide à la gestion qui me paraît moins indispensable. Il y a une connotation de répondre à du réglementaire, hein, ça c'est clair, à la fois dans le contrôle et il faut vérifier qu'on respecte bien la loi de Bray. Mais par contre, pour répondre à cette question, il faut aussi s'assurer que les forfaits couvrent ce qu'ils doivent couvrir. En l'absence de compta analytique, la réponse à ces deux interrogations paraît complètement difficile à évoquer de façon fiable. Effectivement, pour en terminer, comptabilité et transparence financière, c'est aussi quelque chose qui me paraît important, qu'on soit tous au rendez-vous là-dessus, notamment à l'occasion des contrôles. Voilà, j'espère que ce séminaire vous a apporté réponse, soit à vos interrogations, soit vous a apporté des confirmations dans ce que vous aviez déjà tous en tête. Alors, vous aviez possibilité effectivement de nous laisser quelques questions sur le chat. Il reste 1 minute. Je vais prendre la première arrivée, premier servi, comme on dit. Non, j'ai juste une question de sémantique où on nous dit, mais finalement, est-ce que ce qu'on appelait la gestion propre, est-ce qu'on doit l'appeler maintenant gestion patrimoniale ou inversement, ou alors j'appelais ça gestion libre, est-ce que je l'appelle ça maintenant gestion non scolaire? Moi, je trouve que le terme de gestion libre ou de gestion patrimoniale, j'ai pas de préférence. À mon avis, c'est l'un ou l'autre, mais ça, encore une fois, il n'y a pas de définition légale, donc on est un peu libre sur la sémantique. Allez, s'il faut opter, la gestion patrimoniale me paraît aussi peut-être mieux que la gestion non scolaire ou la gestion libre. Libre, ça laisse entendre qu'on peut faire ce qu'on veut. Non, on est en assoce, donc il y a un cadre. Par contre, la gestion patrimoniale, effectivement, ça renvoie à la question immobilière, du patrimoine immobilier, du patrimoine également financier, de la trésorerie. Donc, je pense que c'est peut-être plus parlant. Mais si vous gardez gestion non scolaire ou gestion libre, personne ne vous en voudra, bien entendu. Voilà pour cette heure de présentation et d'échange. Espérons que le propos a été clair, suffisant et a répondu à vos interrogations. On vous souhaite une bonne après-midi. On espère qu'on ne vous a pas assommé. On espère que vous serez présent au prochain séminaire.
Donc, on vous salue depuis nos caméras respectives. Merci Fanny, merci Cédric, et puis à bientôt. Merci. Merci à chacun. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.